Merci à toutes et à tous d'être ici présents aujourd'hui. Je voudrais remercier Rémi également de m'avoir invité à faire une présentation directement du Canada. Merci. Et merci aussi à l'ambassade du Canada, plus particulièrement à Mme Alatchef d'être ici présente et d'avoir rendu possible mon déplacement. C'est très apprécié. Comme vous avez pu le constater avec mon accent, je viens du Québec. Et au Québec, il fait fret. Il ne fait pas froid, il fait fret. Alors, ce qui me frappe beaucoup en arrivant à Paris, c'est la différence de température. Parce que moi, j'ai quitté un environnement où il fait moins 20, moins 25 très régulièrement. Pour arriver à un environnement, il fait 7, 10. Moi, j'ai l'impression d'être en fin avril, début mai au Québec, à Québec plus particulièrement, parce que je viens de la ville de Québec qui est encore plus froid que Montréal ou que d'autres régions comme l'Estrie. Saviez-vous qu'au Québec, ils ont trouvé des traces de vie les plus ancestrales? Donc, on parle de quelque chose d'environ 4 milliards d'années. Évidemment, il y a 4 milliards d'années, ce n'était pas le Québec. Ce n'était pas non plus un continent, c'était toute une masse unie. À cause de la dérive des continents, c'est devenu le Québec plus tard. Et ça me fait penser, il y a un organisme qui s'appelle Biomimicry 3.8, 3.8. Il va falloir qu'ils changent leur nom pour 3.95, parce que c'est plus 3.8 milliards d'années. Ce serait plus vieux que ça, la vie sur Terre. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet. Vous allez constater que moi, j'ai un parcours un peu atypique comparativement aux autres présentateurs. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est des gens extrêmement pointus, extrêmement connaissants dans quelque chose en particulier. Donc, souvent des gens qui ont fait des thèses doctorales, des chercheurs, qui ont suivi une approche qu'on dit B2D, 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 qui est Biology to Design. Alors que moi, j'ai un parcours plus d'ingénieur et moi, je m'intéresse vraiment aux applications concrètes. Bien, je ne dis pas que ce n'est pas concret ce qu'ils font, au contraire, mais je m'intéresse, moi, à des besoins dans la société et comment on peut utiliser le biomimétisme pour répondre à ces besoins-là. Donc, tout le côté commercial, le côté plus développement, mise en marché, le côté ingénierie de solutions, ça, c'est plus ma vue du biomimétisme. Et en l'occurrence, les régions polaires, du fait que je viens du Québec et qu'on gèle autant que ça, moi, je m'intéresse beaucoup aux pôles. Alors, je trouvais que c'était très pertinent que Rémi m'invite à cette présentation, à cette conférence. Alors, mon background, moi, il est plus au niveau de l'ingénierie. J'ai passé plusieurs années dans des grosses corporations comme Bell, IBM, Bombardier. Et j'ai fait du développement de systèmes, j'ai fait de la conception, j'ai fait de la mise en marché. J'ai été très souvent impliqué avec des équipes de vente, de mise en marché. J'ai été impliqué aussi dans un start-up technologique qui a duré 3 ans quand c'était la bulle technologique en l'an 2000. Et plus tard dans ma vie, je me suis aperçu que après avoir goûté au plaisir de l'argent et à toutes ces affaires-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de notre société? Vers où on s'en va avec tout ça, avec la consommation à outrance? J'ai des enfants, mes enfants sont préoccupés par l'environnement. J'ai toujours aimé la nature, beaucoup, beaucoup. Je suis un grand aimant de la nature. Alors, quand je suis tombé dans le biomimétisme, quand j'ai entendu parler de ça, ça a fait « Hourra ». J'ai décidé de me concentrer là-dedans. J'ai fait une maîtrise en Arizona auprès de Biomimicry 3.8, justement. Et par la suite, je me suis nommé conseiller en innovation technologique et durable. Et j'ai parti une compagnie qui s'appelle Biomimétech, qui ne fait que du biomimétisme et qui ne vise que ça. Appliquer le biomimétisme concrètement pour développer une société, je ne dirais pas, oui, meilleure, oui, mais ultimement, c'est d'amener des nouvelles voies d'innovation. Parce que présentement, on innove d'une certaine manière. On a pris comme un chemin ou une track, si je peux dire en anglais. Et depuis des centaines et milliers d'années, on suit ce sillon-là dans lequel on est parti et on continue à le suivre. Et moi, je me questionne à savoir où est-ce que ce sillon-là va nous mener. Alors que la nature fonctionne depuis des millions d'années d'une façon différente de nos façons. Elle est toujours là. Elle s'est diversifiée, elle est gagnante à long terme. L'être humain, avec le sillon qu'il a pris, sera-t-il gagnant à long terme? Alors moi, je crois que la bio-inspiration, c'est une voie d'innovation qui est différente. Oui, ça brasse des cages parce que on n'est pas habitué de penser de cette façon-là, mais ça peut nous amener sur un territoire très intéressant et même promouvoir le développement durable.
Alors, ma compagnie, je me spécialise dans 3 choses. La pointe de l'iceberg, parce que là, on parle de pôle, j'ai mis une image d'un iceberg. La formation, c'est ce qui est le plus visible et évident pour l'instant pour moi. Je fais quand même pas mal de formation, sensibilisation, parce que ce n'est pas très connu. Et je fais aussi du service conseil auprès de certaines entreprises. Puis, je vise des projets d'R&D. Donc, moi, j'essaie de trouver des idées qui sont intéressantes sur le plan commercial, qui peuvent être menées à terme et donner des réalisations concrètes dont l'impact social est non négligeable. Et je crois que c'est en faisant des start-up ou des nouveaux produits, des nouvelles idées comme ça qu'on va réussir à faire connaître encore plus le biomimétisme. Et ça va faire en sorte que ça va lever davantage, il va y avoir un intérêt, il va y avoir des fonds qui vont venir. Bref, la machine va partir, comme on dit, en faisant ce genre de choses-là. OK, présentement, les initiatives que je fais, je suis beaucoup à l'Université Laval. C'est l'université où j'ai étudié quand j'étais jeune. Et je me suis expatrié à Toronto, à Montréal pendant des années, puis je suis revenu à Québec. Donc, c'était normal pour moi de viser l'Université Laval comme la première université où j'intégrerais le biomimétisme. Alors, on commence à le faire là, tranquillement à l'université pour monter des programmes alentour du biomimétisme. Entre autres, un cours d'architecture biomimétique à l'école d'architecture à la maîtrise, des cours en ligne, et bref, je fais une communauté de pratique universitaire avec des chercheurs qui feraient du biomimétisme, ainsi que des étudiants qui s'impliqueraient dans des projets concrets. Les étudiants, je trouve ça merveilleux parce qu'ils sont jeunes, ils veulent que la planète se porte bien parce qu'ils en ont encore pour 80 ans de temps dessus. Quand on a déjà 60, 70 ans, c'est sûr que le lifespan fait en sorte que, je ne dis pas qu'on ne s'intéresse pas au biomimétisme, mais il y a moins de motivation qu'un jeune qui commence. Donc, les jeunes, ils ne sont pas brûlés par la vie encore, si je peux m'exprimer ainsi. Ils sont idéalistes, ils veulent mettre de l'énergie et tout. Donc, je trouve que c'est une belle population à viser pour faire du biomimétisme et faire partir ça, puis lever ça à grande échelle. Je développe aussi un jeu de société pour introduire le biomimétisme auprès des tout jeunes, c'est-à-dire des gens qui sont soit à l'adolescence ou des jeunes encore plus jeunes, comme 10 ans, 9 ans, et au niveau des familles. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille. Mais tout ça, ça fait partie de la formation. Service conseil, je le fais au niveau de l'architecture plus parce que je suis déjà impliqué en architecture à l'université. Donc, je travaille avec une compagnie qui met sur pied une division d'architecture biomimétique et écologique, qui s'appelle AUBE, Architecture urbaine, biomimétique et écologique. Et je fais aussi du R&D dans certains projets, dont, entre autres, le réseau routier urbain intelligent que j'essaie de développer à l'université et avec d'autres personnes également, qui serait un modèle mathématique et aussi informatisé pour gérer le trafic automobile en ville de façon différente et de façon novatrice en s'inspirant de modèles naturels. Donc, je n'entrerai pas en détail là-dessus, mais c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Et je mets également en place un écosystème industrie-université au Québec pour lever des fonds puis stimuler le R&D et le développement de projets localement dans la province. Comme on sait, la planète se réchauffe et elle se réchauffe plus vite qu'on le pensait. Et l'impact dans le Nord est plus grand qu'on le pensait également. Le Nord se réchauffe beaucoup plus vite que le reste de la planète. Le Nord est très impacté par les réchauffements climatiques. Le Nord, c'est notre réfrigérateur. Si on perd notre réfrigérateur, vous pouvez être sûr et certain qu'il va y avoir des gros impacts climatiques à l'ensemble de la planète. Le Nord a un très grand rôle à jouer pour ce qui est du contrôle climatique planétaire, surtout l'hémisphère nord. Au niveau des courants marins, le fait d'avoir une calotte glaciaire, les sels, quand la calotte se forme, les sels se condensent, tombent dans le fond de l'océan. Ça crée un mouvement, ça, au niveau des flux de courants marins, qui est très important pour l'équilibre planétaire. Si ça change, on va changer bien des choses sur la planète au niveau du climat. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire le climat, sauf qu'il va falloir s'adapter à ces changements-là. Et ça peut être un impact majeur. Moi, des fois, je me pose la question, est-ce qu'on est une espèce intrusive sur la planète? Et des fois, j'ai des brides de réponse, là, comme oui, on commence à l'être un peu intrusif. Et la nature, lorsqu'il y a une espèce intrusive, retrouve toujours une façon de remettre l'équilibre en place. Alors, je n'aimerais pas qu'on se rende jusqu'à cette étape-là où il faut que la nature nous prenne en main pour remettre l'équilibre.
C'est pas ça qu'on veut. Donc, la vie, elle a résolu plusieurs problèmes reliés à la survie et nous sommes vis-à-vis une situation de survie de plusieurs espèces, de par nos activités commerciales surtout. Plusieurs espèces sont à risque sur Terre. Et moi, je me pose la question, comment la vie polaire peut nous aider à faire face à nos défis? En tant que biomiméticien qui regarde Challenge to Biology, parce que moi, je m'intéresse aux défis puis j'essaie de trouver une solution dans la nature à ces défis-là. Alors, comment la vie polaire, comment ce biome-là, précisément, peut nous aider? Puis, je vais vous amener dans cette piste-là tout le long de la présentation. Alors, moi, ce que je veux faire avec vous présentement, c'est faire un genre de vue d'ensemble du biomimétisme. Je sais que les présentateurs ont été très pointus. Moi, je vais essayer de faire ça de façon un peu plus globale, plus multidisciplinaire aussi, parce que ça me ressemble le plus. Alors, je vais vous amener sur cette piste-là. Commencer par la consommation énergétique mondiale. On sait qu'on consomme beaucoup d'énergie. On le voit là qu'il y a des pays qui sont obèses. On parlait d'obésité tout à l'heure, mais on a des pays obèses sur le plan énergétique. Ça consomme énormément. Ce sont les gros pays industrialisés producteurs. Et lorsqu'on fait des mathématiques, on s'aperçoit que ce sont les villes, surtout, qui sont très gourmandes en énergie. Les villes demandent énormément d'énergie. C'est normal. Il y a beaucoup de personnes qui y vivent. Et on doit amener des ressources à ces villes-là, des ressources alimentaires et tout. Et les gens doivent se déplacer pour aller en ville, pour travailler, puis retourner chez eux. Donc, tout ça, ça crée un besoin, une demande énergétique qui est quand même assez grande. Et quand on regarde la quantité d'énergie qui est dépensée sur Terre, puis on divise par la quantité d'habitants, on s'aperçoit que l'humain, en moyenne, consomme énormément trop d'énergie. En fait, pour vivre, on a besoin de 2 à 3 000 calories par jour. Et si moi, je me mettais à être chasseur-cueilleur ou je faisais ma propre maison et j'allais moi-même trouver mes aliments et je faisais comme dans le bon vieux temps, comme on dit, peut-être que je gaspillerais 4 000, 5 000 calories par jour maximum, pas bien plus que ça. Bien, l'être humain, en moyenne, dépense 25 000 fois cette quantité-là pour vivre. Donc, toutes nos activités, là, c'est comme si on était 25 000 fois plus nombreux à avoir besoin de manger et tout ça. C'est astronomique, c'est énorme. On gaspille l'énergie, on consomme de l'énergie, on est énergivore. La nature ne fonctionne pas comme ça. La nature optimise l'énergie, on le sait, on le dit souvent. La nature fait attention à sa consommation d'énergie. Nous, on commence à être sensibilisés à ça, mais on a un gros bout de chemin à faire dans nos méthodes industrielles et tout ça pour utiliser l'énergie plus efficacement, pour ne pas la gaspiller autant. Alors, on est devant un certain choix à faire en tant que société parce qu'on a pris une traque et notre modèle industriel est très, très développé. Par contre, on commence à voir certaines limites de ce modèle industriel-là. Il va falloir se questionner à savoir est-ce qu'on peut continuer dans cette voie-là encore un siècle ou est-ce qu'il va falloir développer une nouvelle économie ou de nouvelles façons de faire qui seraient mieux pour la planète, mais aussi qui offriraient des possibilités intéressantes. Parce que le biomimétisme, c'est très noble, c'est très bien comme cause, mais si économiquement, ça ne donne rien, bien, ça ne sera pas adopté. Et aussi, le biomimétisme, moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça peut ouvrir toute une nouvelle industrie. On peut partir toute une nouvelle économie avec ça. On sait qu'on entend beaucoup parler d'écologie, de développement durable et tout ça. Donc, ça serait de trouver un modèle économique qui ferait en sorte que le biomimétisme trouverait sa place. Alors, la nature est excellente pour innover, ça on le sait, et l'être humain aime innover. Et je crois qu'on est arrivé à un point où nous devons innover par nécessité aussi, parce qu'il faut changer des modèles. Ça devient nécessaire. Et la nature, elle est excellente à innover par nécessité, parce que toutes ces innovations viennent d'une nécessité de survie et de reproduire les gènes et de passer les gènes au suivant. Steve Jobs, qui est responsable de gâcher partiellement la vie de mes enfants avec ses téléphones et cellulaires et tout ça. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour une personne comme ça. Et le défunt Steve Jobs disait en 2011 que la prochaine vague d'innovation serait un amalgame là, entre la technologie et la biologie. Il voyait vraiment beaucoup de potentiel là-dedans. Et je pense que s'il était encore vivant, on verrait des nouvelles innovations d'Apple s'en aller dans cette direction-là. Je suis convaincu. Comment la vie conçoit? Bon,
moi, je pars sur ce principe-là. La vie a pris un chemin de conception qui n'est pas le même que l'être humain en général. L'être humain, on a développé la cognition. La cognition, ça a été notre outil d'adaptation. Les animaux ont tous une façon de s'adapter à la vie, aux pressions environnementales. Donc, la vie, on part avec des conditions opérationnelles. Dans la vie, il y a un environnement, on vit dans un environnement. Cet environnement-là crée des pressions sur les organismes et engendre des défis de survie pour ces organismes-là. Et ils n'ont pas le choix, s'ils veulent survivre, que de s'adapter. Et pour ce faire, ils développent des stratégies et des mécanismes à différents niveaux pour s'adapter à ces pressions-là. Les mieux adaptés ont la chance de se reproduire. Ceux qui sont moins bien adaptés ou qui ont moins de défense ne passeront pas leur gène au prochain. Donc, il y a une forme de sélection naturelle qui se fait, on le sait, là, le darwinisme. Puis ça, c'est encore super accepté et très valide, là, cette théorie-là. Et par la suite, il y a un mix. La nature, elle a inventé la sexualité. C'est merveilleux. Je suis le premier à en bénéficier. Et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui en bénéficient également. Mais la sexualité, ce qu'il y a de merveilleux avec ça, c'est que ça a permis le mix des gènes. Et ça a permis une tonne d'innovation. Le fait de prendre deux individus pour en faire un autre, ça a permis des variations, des mutations, des croisements. Et de là est né encore plus d'innovation. Et le fait de répéter ce processus-là encore et encore, en créant des itérations sur des siècles et des siècles en mène, ça nous a mené à l'évolution. Le passage du temps a créé l'évolution. Et aujourd'hui, on a une superbe biodiversité et on a aussi un paquet d'exemples, comme on a vu depuis 2 jours, des tonnes d'exemples, et ne serait-ce qu'un seul organisme. Si on prend un organisme et on creuse, et on creuse, et on fouille sur cet organisme-là, je suis sûr qu'on en a pour des années et des années à trouver des idées puis des sources d'inspiration, ne serait-ce qu'avec un seul organisme. Parce que c'est très complexe maintenant. Parce qu'on est arrivé à des situations où on a eu beaucoup d'améliorations et beaucoup d'optimisation. Donc, les systèmes vivants sont très, très complexes et on peut vraiment s'en inspirer pour trouver des solutions. Maintenant, sur Terre, des organismes vivants, il y en a plus de, disons, 20 millions d'espèces, c'est ce qu'on pense, 20 à 30 millions d'espèces. Et il y a plusieurs biomes, il y a plusieurs endroits où ces organismes-là vivent, plusieurs régions climatiques différentes. On a 867 écorégions. Ça dépend du modèle qu'on utilise, là, mais ça, c'est le modèle des écorégions. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on s'intéresse à la zone blanche, que j'appelle. La zone dans le nord, ou peut-être le pôle sud, mais mettons le pôle nord, parce qu'il est plus proche du Québec, pour ce qui est de mon cas. Donc, cette zone-là, qu'est-ce qu'elle a de particulière? Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'intéresser au pôle pour innover? Parce que quand on regarde ça, au pôle, il y a peu d'espèces comparativement aux régions tropicales. Des mammifères terrestres, il y en a très peu. Des mammifères marins, il y en a quelques-uns. Il y a beaucoup de vie marine en général, par contre. Ça, c'est très peuplé. Mais des espèces terrestres, il y en a moins. Des oiseaux, il n'y en a pas beaucoup. Donc, pourquoi s'intéresser au pôle si on a un bassin d'organismes qui est réduit? Ensuite, c'est loin, les pôles. On n'est pas à côté de ça, hein? Puis il faut s'y rendre. Puis le climat est rude, donc il y a peut-être moins de chercheurs qui sont intéressés à y aller. Par contre, il y a des éléments facilitateurs qu'on voit. Le réchauffement planétaire a cet élément positif-là, qui est de permettre des routes vers le nord, donc un accès facilité vers les régions polaires. On a un intérêt quand même croissant pour le nord parce que les changements climatiques font que les gens s'intéressent à ce qui se passe. Et il y a plusieurs organismes qui financent maintenant des études au niveau des pôles. Donc, ça, c'est des éléments facilitateurs. Mais au-delà de tout ça, moi, je pense que les régions polaires sont très intéressantes de par leurs conditions opérationnelles. Le fait qu'on a un climat rigoureux, des ressources limitées, un isolement, tout ça fait en sorte qu'on va fort probablement trouver des bons modèles dans les régions nordiques pour conserver l'énergie, pour avoir un meilleur rendement énergétique global, pour une utilisation efficace des ressources. Et c'est sous cet angle-là que je veux aborder le biomimétisme nordique, si je peux l'exprimer ainsi. C'est sur le point de vue de l'énergie. Donc, l'énergie,
L'énergie, on a une problématique d'énergie mondiale. On cherche de l'énergie, on a besoin d'énergie, on consomme beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder le problème sous un angle différent, dire au lieu de produire davantage d'énergie, au lieu d'essayer d'en créer encore plus, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux l'utiliser tout simplement pour en produire peut-être un peu moins ou garder les niveaux de production plus stables en attendant d'avoir des technologies de production d'énergie qui sont plus propres ou qui ont moins d'impact sur l'environnement? Comme on sait, le coût dans le Grand Nord, le coût dans la société, c'est très important. On regarde souvent les chiffres, l'argent et tout ça. Bien, dans le Grand Nord, c'est la même chose. Le coût est super important parce que si on dépense trop, on se met à risque. Et la nourriture est plus rare, les conditions sont plus difficiles. Donc, tous ces organismes-là ont fort probablement développé des solutions au gaspillage d'énergie. Alors, moi, j'aimerais vous amener sur ce terrain-là. J'essaie de voir la nature sous l'angle de l'énergie, sous l'angle des systèmes. Et c'est comme ça que je veux l'aborder. Et au niveau des entreprises, bien, les entreprises gaspillent de l'énergie, forcément, mais aussi ça coûte de l'argent. Les entreprises, elles doivent faire attention à leur production d'énergie, à leur consommation d'énergie, parce que ça se traduit en coûts financiers. Puis si la compétition a une meilleure façon de produire le même élément ou le même équipement, à moindre coût énergétique, mais ça va se traduire dans les coûts de vente, les prix de vente, et le compétiteur risque de prendre la place sur le marché. Donc, le coût est très important pour une entreprise également. Dans la société, on le sait, il y a énormément de gaspillage. Est-ce qu'on peut s'inspirer du Nord pour mieux utiliser et moins gaspiller? Comment? Ça, c'est la grande question. On va voir plus tard. Et le Nord serait quand même une belle piste d'opportunité. Il faut trouver les bons modèles, par contre. Puis, sous quels angles les étudier, ces modèles-là? Et c'est ce qui est difficile en biomimétisme, c'est de passer du vivant à l'application. C'est un art de faire ça. Le vivant est un bon modèle, oui, mais ce n'est pas toujours facile d'extraire le savoir ou l'intelligence dans ce vivant-là, de faire une abstraction et de l'appliquer concrètement. C'est vraiment un art et peut-être que des fois, ça pourrait décourager des gens à se lancer en biomimétisme. Mais moi, je vois ça plus comme un défi qu'autre chose et c'est stimulant pour moi. Alors, comment je définirais le biomimétisme nordique? C'est comprendre comment les organismes et les écosystèmes nordiques fonctionnent au niveau de leur processus physiologique quand c'est un organisme ou collaboratif quand c'est un système, un écosystème. Parce que dans la nature, la collaboration, elle a été mise en avant-plan. Ce n'est pas la compétition qui prime dans la nature. On pense que c'est ça, mais ce n'est pas le cas du tout. Quand les ressources se font rares, oui, la compétition peut émerger, mais de façon générale et à long terme, le grand développement qu'on a vu au niveau biologique depuis 4 milliards d'années, c'est dû à la collaboration. Si on est vivant puis on existe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des cellules qui sont mises à collaborer pour créer un organisme et accomplir une fonction. Il y avait un avantage à faire ça. Et l'avantage, c'était au niveau de passer des gènes. Ça augmentait la survie. Donc, chacun, individuellement, trouvait son compte à collaborer avec le prochain. Alors, dans le Nord, je me demande si on a cette même notion-là aussi de collaboration, à quelque part, entre les organismes qui font que ça leur permet de survivre et ça leur permet de moins dépenser d'énergie ou d'avoir moins besoin d'un apport énergétique. Alors, je continue la définition. Donc, collaboratif, en ce qui a trait à la gestion de l'utilisation d'énergie, comme je viens de dire, afin d'en émuler les principes de fonctionnement du point de vue systémique et d'en répliquer l'efficacité. Alors, c'est comme ça que je définirais le biomimétisme nordique. Alors, cette approche-là, c'est une approche multidisciplinaire, comme toute forme de biomimétisme. Et on a d'un côté les biologistes et de l'autre côté les technologues. Alors, les biologistes, d'habitude, s'intéressent beaucoup plus à des choses qui touchent spécifiquement la biologie, comme les pressions sélectives, le contexte, les adaptations développées. Aussi, ils s'intéressent aux structures, aux mécanismes. Et les technologues vont s'intéresser un petit peu plus au système, aux processus, aux fonctions, d'habitude, à des choses qui sont réplicables technologiquement. Donc, le mariage des deux à travers le biomimétisme, moi, je trouve que c'est winner. Je trouve que c'est très intéressant. Jusqu'à présent, les collaborations que j'ai vues entre les biologistes et les technologues, ça a été très profitable. Ça a été vraiment riche en créativité et en possibilités. La méthodologie, parce que là, on utilise une méthodologie C2B, donc on part du challenge, on va jusqu'à la biologie, c'est-à-dire on part du défi et on cherche dans la biologie une réponse au défi. Elle suit certaines étapes. Il faut toujours commencer par identifier et bien cerner le besoin.
c'est quoi le besoin qu'on essaie de répondre et non pas la solution. Il ne faut pas penser solution ici. Souvent, on pense solution dès le départ parce qu'on a déjà des solutions en tête. Le risque, c'est de s'en aller vers une solution qu'on aurait déjà vue à quelque part ou d'influencer le processus créatif en éliminant des possibilités. Alors, le gros défi ici, c'est de vraiment traduire le besoin, identifier le besoin et le traduire le plus possible près du vivant pour essayer de trouver des modèles dans la nature, faire une analogie, faire une correspondance entre le besoin social ou technologique et ce qu'il y a dans la nature. Et par la suite, faire l'abstraction. Donc, quand on trouve un modèle naturel et qu'on comprend très, très bien le fonctionnement, comme les gens ont fait dans les 2 dernières journées, c'est des gens qui creusent en détail et qui vont comprendre l'essence du fonctionnement de quelque chose. À ce moment-là, une fois qu'on l'a très bien compris, il faut très, très bien le comprendre parce que souvent, si on escamote des choses, on peut passer à côté d'informations importantes qui se révéleraient être intéressantes et qui donneraient de bons résultats. Donc, il faut vraiment aller dans les détails. Par la suite, on peut faire l'abstraction et en déduire une application potentielle. Et par la suite, on évaluera tout ça. Souvent, on arrive avec plusieurs prototypes. Donc, pour l'instant, on va s'attarder aux 2 premières phases parce que moi, je ne suis pas un biologiste nordique. Donc, je ne peux pas rentrer dans des modèles précis, puis vous expliquer tout ça, puis en faire l'abstraction. On n'est pas rendu là. On commence cette discipline-là, en fait. Alors, si on regarde les aspects théoriques de la phase 1, de l'étape 1, ce qu'on doit faire lors de l'identification des besoins, c'est de traduire la problématique en fonctions techniques à accomplir. Donc, quand on veut faire quelque chose, on doit cerner vraiment le besoin, identifier c'est quoi la fonction qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut faire. Et par la suite, je vous montrerai un exemple là, avec la consommation énergétique. Et il faut cadrer le besoin dans le contexte aussi également. Parce que si je ne fais pas ça, si je prends un besoin comme ça et je n'ai pas un contexte alentour du besoin, bien, je risque de m'en aller vers un modèle biologique qui n'a aucun rapport. Un modèle biologique qui, oui, me semble répondre à mon besoin, mais dans un contexte tellement différent que finalement, ça ne cadrera pas, puis notre solution et ce qu'on va en sortir en bout de piste, ça ne sera pas vraiment valable. Ça va être du faux biomimétisme, si je peux dire. Et comme je disais tout à l'heure, se tenir loin de toute forme de solution potentielle pour l'instant. Et ça c'est un piège. Je l'ai vu tellement souvent. On est tenté de sauter aux conclusions. On est tenté d'aller vite. Surtout dans le monde industriel, on veut des résultats rapidement. On veut de la rentabilité. On ne veut pas perdre trop de temps en R&D. On veut de la commercialisation rapide et des profits rapides. Ça ne fonctionne pas en biomimétisme. On ne peut pas sauter rapidement à la conclusion. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser les choses. Vraiment, vraiment, vraiment. Une fois qu'on cadre bien le besoin là, et tout ça, bien là, on peut biologiser les problématiques, c'est-à-dire de transférer, de changer le besoin technique en besoin biologique. Ça, on utilise souvent une taxonomie pour faire ça. Alors, on essaie de penser en termes de biologie, comment le vivant répondrait à ça, quelle fonction le vivant accomplit qui est analogue à la fonction technique recherchée. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. Je vais avoir des petits trucs en rapport avec ça. Et par la suite, on passe à l'étape 2. Là, je disais qu'on faisait les 2 premières étapes seulement, qui est une recherche explorative pour trouver les bons modèles naturels. Alors là, la question qu'il faut se poser, c'est comment la nature exécute ces fonctions-là? Qu'est-ce qui a répondu à ces fonctions-là ou ces besoins-là dans la nature? How does nature do it? C'est cette question-là. Et on va fouiller pour trouver des organismes. Puis dans ce cas-ci, ça va être des organismes polaires. Ce qu'on essaie de faire en biomimétisme, souvent, c'est d'identifier les champions. Donc, on recherche des organismes qui sont vraiment hyper bien adaptés à la situation parce que ce n'est pas tout le vivant qui est admirablement adapté tout le temps. Oui, la nature est formidable. Oui, la nature a développé plein de solutions très optimisées et intéressantes, mais ça arrive aussi que la nature l'a échappé. Ça arrive que la nature est moins efficace. Ce n'est pas toujours 100 %. Parce que si on part avec cette idée-là, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va essayer de transposer ça dans le monde technologique, on n'aura peut-être pas toute la crédibilité parce que ce n'est pas tout le monde qui croit que la nature elle a toutes les solutions à toutes. Moi, j'y crois, oui. Plusieurs y croient ici, sans doute. Mais c'est possible qu'au niveau industriel, on ne rencontrera pas
cette mentalité-là nécessairement. Donc, si on veut que le biométisme perce et se développe, bien, je pense qu'il faut avoir des considérations très pragmatiques et se mettre au même niveau, si je peux dire, que les industriels et voir où est-ce qu'il peut avoir un fit. Donc, la nature, oui, elle est extraordinaire, mais elle est extraordinaire quand on trouve les bons modèles, quand on trouve les champions d'adaptation, quand on trouve ces organismes-là qui ont développé une façon extrêmement particulière de faire face à l'environnement. Alors, si je traduis l'étape 1 concrètement pour le Nord, pour le biomimétisme nordique, parce que là, je l'approchais plus théoriquement, de façon pratique, quelle est la fonction qu'on recherche par rapport à l'énergie, à la conservation de l'énergie, puis l'optimisation de l'énergie? Bien, optimiser l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le maximum avec ce qu'on a. Moi, c'est comme ça que je le vois, optimiser l'énergie. On a une certaine quantité d'énergie disponible. Comment on peut faire le plus possible avec ça? Et pour faire ça, il faut réduire les pertes. Il faut réduire le gaspillage le plus possible. Donc, la fonction ici serait de réduire les pertes. Et pour réduire les pertes, on va biologiser le problème. On va essayer de voir quelle est la fonction dans le vivant. Bien, il va falloir regarder comment la nature nordique, comment les organismes nordiques absorbent l'énergie, comment ils la convertissent, comment ils la stockent, comment ils la distribuent, comment ils l'utilisent, comment ils la récupèrent, comment ils la régularisent. Ce sont toutes des fonctions biologiques qui vont nous permettre de trouver des modèles et de faire des correspondances entre ces modèles-là et la technologie pour développer des technologies. Alors, vous voyez qu'on creuse dans les détails, là, rendu là. Là, ça demande de la recherche vraiment fondamentale. Il faut bien comprendre la biologie pour être capable d'extraire un savoir de ça, extraire quelque chose qui va nous être utile. Et maintenant, on va courir après des organismes, littéralement. Il faut trouver des organismes, il faut trouver des modèles. Jusqu'à présent, on a vu des gens qui faisaient du B2D+. C'est-à-dire qu'on part d'un modèle, ils sont chanceux, eux autres, ils l'ont trouvé, le modèle, puis ils disent, qu'est-ce que je peux faire avec ce modèle-là? Bien, là, vous avez déjà le modèle, c'est déjà un bon point de départ. Là, on peut transposer ça en technologie. Mais nous, on fait l'inverse. Nous, on a un besoin, une problématique. Puis là, on se creuse la tête à savoir, ouais, mais qui est-ce que je vais prendre là? Qu'est-ce que je vais prendre comme organisme, comme modèle? J'en ai des milliers de possibles. Là. Comment je vais faire pour trouver à travers cette banque-là? Puis ça, c'est un stoppeur, bien souvent, au biomimétisme que je vois, moi. C'est que les gens disent, mais je ne sais pas par où commencer. Puis, c'est intéressant. Oui, je suis sûr qu'il y a des pistes de solutions, mais je vais-tu chercher de midi à 14 heures pendant des mois avant de trouver un organisme qui a de l'allure? Je peux passer bien du temps là, avant de pouvoir faire vraiment le développement de produits, puis tout ça. Donc, c'est vraiment un art d'être capable d'extraire, de chercher, de trouver le modèle. Alors, si on se concentre dans un territoire plus petit, c'est-à-dire c'est vaste le Nord, mais plus petit en termes de nombre d'organismes, déjà là, c'est bien. Puis qu'il y a des conditions tellement particulières, déjà là, c'est bien aussi, je trouve, parce que la planète est tellement grande, il y a tellement de biomes que ça va prendre du temps à chercher là-dessus. Le Nord, c'est très, très particulier, c'est très ciblé. Donc, je pense qu'on a peut-être plus de chances de trouver des modèles plus rapidement. Mais il faut étudier, il faut les étudier, évidemment. Donc, ce que je verrais peut-être comme chose intéressante, on a vu une présentation sur les plantes, les différentes plantes hier. Moi, ça m'a donné des idées, en tout cas. Au niveau de l'optimisation énergétique et ce sujet-là. Les algues polaires. Bon, on a parlé de l'ours polaire, c'était intéressant pour les panneaux solaires et tout ça. Moi, je regarderais aussi au niveau des super-organismes. On a vu un exemple avec les empereurs, pingouins empereurs. Ça, je trouvais que c'était un bel exemple de collaboration dans la nature, comment différents organismes, en fait, le même organisme, mais différents individus, peuvent s'assembler pour accomplir une fonction qui est celle de se maintenir à température constante, même la température augmentée au centre. Donc, ça, c'est un exemple de collaboration. Je regarderai ça aussi. Et je regarderai au niveau des écosystèmes également. Essayer de comprendre un peu plus comment fonctionnent les écosystèmes nordiques, écosystèmes terrestres, mais marins aussi. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, dans la globalité de ces systèmes-là? Et qu'est-ce qu'on peut en retirer comme processus, comme inspiration pour des façons de faire et des processus de gestion de l'énergie. Parce que mon petit doigt d'ingénieur, parce qu'on met des bagues au Québec d'ingénieur sur le petit doigt, mon petit doigt d'ingénieur me dit qu'il y a fort probablement quelque chose en rapport avec la collaboration interespèces dans le Grand Nord et la survie collective. Il y a fort probablement des façons
que tout ça s'est tissé ensemble pour assurer une survie collective face à la rigueur du climat. Alors, comme on peut voir dans le biomimétisme, on a souvent entendu parler de forme. Et le biomimétisme, à date, on le voit surtout à ce niveau-là. On voit que les gens se sont inspirés de formes et ont créé tout plein de trucs, là, comme dans l'aéronautique et tout ça. C'est les premiers exemples qui nous viennent à l'esprit, biomimétisme de forme. Mais au-delà de la forme, il y a le processus et il y a les interactions. Moi, je m'intéresse beaucoup plus aux interactions en tant qu'ingénieur en système et en réseau de background. Les interactions, pour moi, sont très intéressantes. Et c'est là qu'il y a sans doute le plus grand potentiel de durabilité. Quand on parle de développement durable, de conservation d'énergie, il faut regarder au niveau des interactions, il faut regarder au niveau des systèmes, il faut regarder au niveau des échanges, des flux, tout ça. C'est dans cette direction-là qu'on va trouver fort probablement des modèles naturels intéressants. Et le Grand Nord, je crois qu'il y aurait des pistes intéressantes au niveau des flux puis des interactions, tout en ce qui a trait à la conservation de l'énergie. Alors, un système, c'est quoi un système? Vu à haute altitude, un système, c'est un paquet d'éléments qui interagissent les uns avec les autres. Alors, dans la théorie des systèmes, on parle souvent de composantes, de rétroaction, de conditions, d'opérations, des flux d'informations. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et dans la nature, on trouve ces éléments-là aussi, parce que les écosystèmes sont des systèmes. C'est des systèmes écologiques, c'est des systèmes biologiques. Nous sommes un système ultra complexe avec des milliards de réactions chimiques à chaque instant. Donc, il y a toutes ces notions-là de la théorie des systèmes qui se retrouvent également dans la nature. Et c'est très peu étudié, ça. C'est très, très peu considéré parce que c'est très complexe, mais on commence à s'en connaître beaucoup plus. On commence à avoir une meilleure compréhension des phénomènes naturels sous le point de vue systémique. Donc, on peut s'en inspirer certainement pour faire du biomimétisme de système. Quand on parle de systèmes, les écosystèmes nordiques globaux, mais il y a tellement d'organismes qui interagissent entre eux. Il faut comprendre ça. Il faut se donner la peine d'étudier ce qui se passe là pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au point de vue énergétique, puis au niveau de la conservation énergétique. Est-ce qu'il y a de la collaboration entre les espèces? Comment ça fonctionne? Et ça va nous donner des pistes de solutions. Ça, c'est plus au niveau marin. Ça va nous donner des pistes de solutions tant qu'à la collaboration. Parce que je crois que l'être humain va devoir collaborer davantage pour réduire sa consommation d'énergie. Quand on est chacun pour soi, quand on compétitionne, on dépense beaucoup d'énergie. La nature l'a démontré, la compétition, c'est énergivore. Ce qui est favorisé, c'est la collaboration. On voit de plus en plus d'outils de collaboration qui naissent. On est dans une tendance de collaboration dans nos sociétés. Je crois que le biomimétisme peut très bien s'inscrire là-dedans si on prend des modèles collaboratifs, biologiques, et qu'on en fait l'extrapolation vers le monde humain. Je crois qu'on a beaucoup à retirer là-dedans de l'être humain, par humilité aussi, de comprendre que la nature le fait, ça fait longtemps, et qu'on a intérêt à le faire également, collaborer davantage pour mieux gérer l'énergie, pour mieux générer nos ressources, pour moins gaspiller nos ressources. Je crois que les villes, si on applique à la ville, nos villes du début, qui sont très énergivores, où on consomme énormément d'énergie, et dans le cas de nos villes, il y aurait certainement moyen de structurer la vie urbaine de façon différente pour mieux consommer l'énergie, pour réduire nos consommations d'énergie puis l'optimiser à plein de niveaux, comme on le voit ici. Je crois qu'il faut considérer le tout et non pas chaque partie individuellement. 2 minutes. Entre autres, un exemple, la mise sur pied de réseaux d'échanges énergétiques entre différents acteurs, résidences, commerces et tout ça. Est-ce qu'il y aurait moyen de mettre ça sur pied? Dans certaines villes, ça se fait en Allemagne, ils ont commencé à le faire. Je sais que l'Allemagne est très développée au niveau biomimétique. Ils ont commencé en Allemagne à mettre sur pied des villes qui fonctionnent comme ça, de façon beaucoup plus collaborative. Et ça donne de bons résultats. Et ça réduit énormément la consommation d'énergie aussi. Donc, c'est une piste de solution. Mais pour ça, il faut faire de la recherche fondamentale, pour mieux comprendre le Nord, mieux comprendre les écosystèmes. On ne comprend pas assez le Nord présentement pour être en mesure de bien s'en inspirer. Et la recherche fondamentale, au Québec, dans le Grand Nord, ça se fait à travers de 2 organismes avec lesquels j'essaie de développer un partenariat, qui est l'Institut nordique du Québec, qui regroupe plusieurs universités au Québec, et Sentinelle Nord, qui est le bras formation, on peut dire, de l'INQ. Et moi, j'essaie de développer des partenariats avec ces gens-là pour mettre sur pied des formations en biomimétisme auprès des étudiants et des chercheurs,
et également, éventuellement, générer des projets de recherche biomimétiques, dans l'espoir que j'ai réussi à faire lever ça. Donc, je vous remercie de votre temps. Si vous voulez aller voir la page Facebook ou si vous m'envoyez un courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup pour votre attention. À vous tous. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On va prendre quelques petites questions. Là-bas. Le monsieur. Oui, bonjour. Je voulais savoir ce que vous considérez comme les innovations les plus intéressantes aujourd'hui en termes d'architecture biomimétique. Très intéressant. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits en architecture depuis quelques années, en architecture biomimétique. On revient souvent avec les mêmes exemples. Je vois souvent la fameuse thermicière et tout ça, comme s'il n'y avait que ces exemples-là. C'est intéressant la question que vous posez parce que, comme je disais au début de ma présentation, je travaille avec des étudiants. Moi, j'ai développé un cours de biomimétisme architectural à la maîtrise. Donc, je travaille avec des étudiants qui font des travaux biomimétiques architecturaux et on utilise des logiciels et tout ça. Et ce qui sort de là, c'est super intéressant. Là, il y a des projets qui ont un beau potentiel. Et ce n'est pas juste du biomimétisme de forme, il y en a qui font du biomimétisme de processus là-dedans. Donc, moi, j'ai été très épaté par l'exemple que monsieur nous a donné sur le village. Je trouve que il y a moi, je dirais que c'est probablement ce genre d'exemple-là qui est le plus intéressant parce que je trouve que ça fait appel à du biomimétisme systémique. Et on regarde tout le village sous différents angles, l'optimisation de l'énergie, la qualité de vie, l'interrelation entre les gens, la communauté, tout ça. C'est des projets très globaux, ça, que je trouve qu'ils pourraient être répliqués à plusieurs niveaux. Puis je vois une tendance aussi en architecture pour ce qui est de l'éco-construction, l'éco-habitation, les éco-villages. Ce genre de projet-là, ça rentre en plein dedans. Donc je dirais, c'est drôle, hein, mais je dirais que cet exemple-là, c'est probablement celui que je trouve le plus intéressant à date, et ça donne que c'est inspiré d'un truc polaire, donc bingo. J'ai relevé tout à l'heure que vous avez utilisé le mot champion. Il faut utiliser les champions, et je suis tout à fait d'accord, mais un champion, ça ne veut pas dire forcément que c'est mieux qu'une autre espèce. Je m'explique. Oui. Manchot empereur. Moi, je croyais au début, quand j'ai démarré, ça remonte à 46 ans, sur le manchot empereur, je croyais qu'il avait des mécanismes que l'homme n'a pas. Non, c'est un champion dans la mesure où il nous permet d'étudier plus facilement les mécanismes, mais il s'est révélé en fait que j'avais tort et que sa capacité est exactement la même que l'homme. Et finalement, c'est logique, parce que si le jeûne, par exemple, je parle du jeûne, s'est mis en place très tôt, c'est ce que ça veut dire, puisqu'il y a la même capacité chez tous les animaux. Ce qui va changer, c'est la masse corporelle, c'est le rapport surface-volume, etc., des lois physiques. Mais, par exemple, à part l'ours, il y a une même valeur de catabolisme protéique, 4% de la dépense d'énergie, en dessous de laquelle aucun autre animal ne peut descendre. Donc il y a une similitude. Mais là où l'empereur a été un champion, c'est qu'il nous a permis de découvrir des mécanismes qu'on a retrouvés ailleurs. Mais c'est un champion parce qu'il était plus facile de mettre en évidence chez le manchot empereur. C'est un très bon point que vous amenez là. Je suis très content que vous ameniez le sujet. Effectivement, le risque en biomimétisme, c'est de partir avec l'idée que la nature a toutes les solutions puis qu'il y a des champions extraordinaires et automatiquement, il faut s'en inspirer. Moi-même, je peux tomber dans cette trappe-là. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit, avoir une vue très pragmatique de tout ça. Et comme votre commentaire, c'est très, très pragmatique. Parce que les champions nous amènent à mieux comprendre ou à être plus aptes à étudier le vivant sous l'angle de la réplication technologique ou sous l'angle de l'analogie technologique. Donc, je trouve ça vraiment numéro un que vous ayez parlé de ça. Vous avez mis comme en application ce que j'avais dit au départ et sur quoi j'ai trébuché. Donc, vous voyez, le biomimétisme, c'est tricky, comme on dit.